Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Parcours Mathématiques, le podcast qui donne la parole aux personnes travaillant dans les mathématiques. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Hailly, ancienne chercheuse à Sorbonne Université. Ayant beaucoup aimé son expérience de la prépa, elle se destinait d'abord à y être prof, et c'est seulement en thèse qu'elle a découvert ce qu'était vraiment la recherche et lui a donné envie de poursuivre dans cette voie. Elle milite aujourd'hui pour faire découvrir le monde de la recherche et briser les préjugés à travers des conférences ou bien encore son podcast Tête à tête entre chercheuses. Elle nous dévoilera aussi dans cet épisode ses secrets pour bien apprendre et pour bien s'organiser. N'hésitez pas à laisser un commentaire et vous abonner pour soutenir le podcast. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram du podcast qui s'appelle Parcours Math Podcast pour découvrir les coulisses du podcast. Je vous laisse maintenant rejoindre ma conversation avec Nathalie Hailly. Bonne écoute! Bonjour Nathalie et bienvenue sur Parcours Mathématiques. Pour commencer, je vais te demander de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Donc bonjour à tous, bonjour Lorraine, merci pour l'invitation. Je m'appelle Nathalie Hailly, je suis maîtresse de conférences, c'est-à-dire enseignante-chercheuse en mathématiques appliquées et je suis en poste à Sorbonne Université, donc depuis 2017. Mon domaine de recherche, c'est ce qu'on appelle les équations ou dérivées partielles. Donc, c'est un type d'équations particulières qui interviennent dans énormément de domaines différents, que ce soit l'écologie, l'économie, la physique, la biologie. On peut trouver des EDP, c'est le petit sigle, équations ou dérivées partielles, un peu partout. Et donc moi, particulièrement, je m'intéresse à la base, je viens de plutôt la mécanique des fluides. Donc j'ai commencé en m'intéressant à la théorie cinétique des gaz et j'ai élargi un petit peu plus à la mécanique des fluides de façon générale. Et ces derniers temps, j'ai même des applications à la sociologie aussi. Donc voilà les choses un petit peu qui m'intéressent. Ok, et est-ce que tu peux nous préciser un petit peu plus ton parcours et ce qui t'a amené à faire des mathématiques? Donc j'ai un parcours assez classique en fait. Donc je suis d'Orléans à la base et donc j'ai commencé par des classes préparatoires à Orléans. Bon, avant j'ai fait un bac S, donc l'ancien bac. Maintenant on a changé aux spécialités mathématiques. Et donc ensuite j'ai enchaîné avec des classes préparatoires. Donc pour un petit peu motiver mon choix, je dirais que au lycée j'aimais vraiment bien toutes les matières. J'aimais bien tout. J'aimais bien la littérature, les langues, les sciences. Et je pense que ce qui a plutôt orienté mon parcours, c'est le fait que il y avait une certaine justice, je trouvais, dans les maths. Ce qui me gênait dans certaines matières, c'était que des fois, il pouvait y avoir des courants de pensée, qu'il pouvait y avoir des courants de pensée qui s'affrontent. L'un n'avait pas forcément raison sur l'autre, etc. Alors qu'en maths, il y avait ce côté, c'est vrai ou c'est faux. Une fois que tu l'as démontré, si c'est correct, tout le monde sera d'accord. Et c'est pour ça qu'assez naturellement, je me suis tournée vers ce domaine. Et donc, du coup, j'ai choisi les sciences. Donc, j'ai fait une classe prépa MPSI, maths physique, sciences de l'ingénieur. Après, j'ai fait une MP, maths physique. J'aimais beaucoup la physique aussi, mais ma préférence est aller aux maths plutôt pour ce que je viens d'expliquer. Et ensuite, j'ai intégré sur dossier l'École normale supérieure de Lyon. Il y a 2 voies d'entrée sur concours, où on passe le concours et ensuite on a le statut de normalien et on est rémunéré, etc. Mais il y a aussi une autre voie d'entrée, donc sur dossier. Donc là, on n'est pas rémunéré, mais c'est la seule différence. Après, on a accès aux mêmes cours et on est mélangé dans la promo. Donc j'ai fait une année à Lyon, partagée entre l'ENS et la fac. Et j'ai bénéficié, en fait, j'ai eu la chance, il y avait un programme au moment où j'y étais qui se montait, qui consistait à faire la première année à Lyon et le master, parce qu'on arrive en équivalent L3 après la prépa, le master à Nice. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à Nice. J'ai fait mon M1. Ensuite, j'ai passé l'agrégation, donc le concours de recrutement pour les profs du secondaire. Parce qu'à l'époque, en fait, c'était ça que j'avais envie de faire. J'avais envie d'être prof et plutôt en prépa, parce que j'avais vraiment bien aimé la prépa. Donc, j'ai passé ce concours et en fait, pour être prof en prépa, donc il faut ce concours, mais c'est aussi bien conseillé d'avoir une thèse. Donc, c'est pour ça que j'ai refait un deuxième M2, un M2 recherche cette fois, pour ensuite faire une thèse, donc un doctorat pendant 3 ans. Et là, ça a été un petit peu le coup de foudre. J'ai découvert ce que c'était la recherche et je me suis dit: «Non, non, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire». Et donc suite à mon doctorat, j'ai décroché une année de post-doc, donc c'est un CDD de recherche. Et après, j'ai passé les concours et j'ai obtenu ma position que j'ai aujourd'hui de maîtresse de conférences à Sorbonne Université.
D'accord, donc au final, au début, tu pensais pas forcément, à tu pas fait une thèse pour la recherche, en fait? Non, au début quand j'ai commencé, c'était pas non, non, c'était vraiment pas clair dans ma tête et c'était plutôt, l'avoir comme un atout pour essayer d'avoir un poste en prépa. Mais d'abord aussi parce que, je savais pas vraiment, ce que c'était que la recherche. Je savais pas en quoi consistait le métier et le peu que j'en connaissais, je me disais: «Oh non mais c'est trop dur, c'est pas c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais». Et c'est vraiment le fait qu'il y a un prof qui soit venu, le prof qui était, responsable du master agrégation en fait, qui est venu me voir, qui m'a dit, «Non mais je pense que tu as les capacités, ce serait bien, si tu veux on peut travailler ensemble». Ça a vraiment été, ce déclic qui a fait que je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, je vais essayer». Et en fait, en le faisant, je me suis rendue compte de ce en quoi ça consistait et que j'adorais ça et qu'en fait, bah, si j'étais capable de le faire puisque j'étais en train de le faire et que c'est ce que je voulais faire. Et du coup, tu as dit que toi, tu avais bien aimé l'expérience de la prépa, c'est pour ça que tu avais eu cette idée, d'enseigner en prépa. Qu'est-ce qui t'a plu, particulièrement dans la prépa ou qu'est-ce que tu aimes bien dans ce système? Donc la prépa, c'est pas du tout les mêmes, vécus pour tout le monde, hein. Moi, ça s'est super bien passé. Alors c'était dur, hein, c'était vraiment, c'était intense, c'était difficile. Comme tout le monde, je me suis pris des tôles. J'ai eu des très mauvaises notes et c'est un peu difficile quand, jusque-là, tu as toujours bien réussi, tu vois? Donc il faut un petit peu intégrer ça. Mais par contre, il y avait une super ambiance. Enfin, il y avait une entraide vraiment dans ma promo qui était assez incroyable. Il y avait, bah, tous ceux qui s'en sortaient très bien, qui rechignaient pas et qui, très régulièrement allaient aider ceux qui galéraient un petit peu plus. J'ai énormément rigolé pendant mon année de prépa, vraiment. Je pense qu'il y a aussi le côté, bon, tu as tellement de pression que quand tu la fais, quand tu fais baisser la pression, ça donne des moments assez intenses aussi. Et non, c'était super, c'était vraiment une expérience incroyable. J'ai eu des très bons professeurs aussi, qui ont beaucoup impacté, mon parcours, donc c'était génial, franchement. C'était dur, mais c'était super. Du coup, c'est vrai que ça dépend des gens. Il y a des gens soit il y a des gens qui ont détesté, des gens qui ont adoré. Mais c'est vrai que l'ambiance, ouais, j'aurais pas forcément pensé à ça, mais c'est vrai que je pense que ça joue pas mal. Je pense que même en règle générale, que ce soit les gens qui t'entourent, ça peut te faire, adorer ou détester une expérience. Exactement, Réellement, exactement. ça fait vraiment la différence, quoi. Mmh, tout à fait. Et du coup, comme on est dans parcours mathématiques et que souvent j'aime bien, voir un petit peu qu'est-ce qui a amené les gens, ici. Comment est-ce que tu as fait, tes choix de parcours à chaque fois? Parce que, par exemple, après le bac, il faut choisir, après la prépa, il faut choisir. Comment, tu as réussi à faire, un choix à chaque fois? Alors, donc il faut quand même que je pose un petit peu un contexte, c'est que, mes 2 parents sont profs de maths. D'où l'envie de d'être prof de maths aussi, je pense. Peut-être. Alors, pour le coup, alors vraiment, mes parents m'ont jamais poussée à faire, des maths. Je pouvais vraiment faire tout ce que je voulais. J'aurais pu arriver et dire, n'importe quelle direction, ils m'auraient soutenue. Je pense que la façon dont ça a impacté mon parcours, parce que ça l'a quand même impacté, c'est le fait que, pour moi, les maths, c'était une matière comme une autre. Tu vois, j'avais pas de barrière, pas d'a priori, pas de peut-être complexe, enfin voilà, c'était une matière comme une autre. Donc du coup, ça me paraissait naturel d'aller vers ça. Mes 2 parents faisaient ça, je vois pas pourquoi moi j'aurais pas pu le faire, tu vois? Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Voilà, donc ça pose un petit peu le contexte. Après, ben, la classe prépa, c'est un peu ce qu'on conseille aux étudiants, le chemin classique, je dirais, quand on sort, d'un bac S, c'est d'aller faire, une classe prépa si on veut poursuivre dans les sciences. Donc ça, c'était assez naturel. Après le choix de la matière, c'est un petit peu pour les raisons que je t'ai expliquées. J'avais déjà l'idée d'être plutôt du côté de l'enseignement, donc enseignement, recherche, bon, pas vraiment quand même parce que j'avais du mal à me projeter dedans. Donc, bah, là, tout le monde rêve du coup de l'école normale supérieure. Alors, j'insiste bien sur le fait que c'est pas la seule façon d'arriver à faire de l'enseignement ou à faire de la recherche, mais quand on a ces projets-là, c'est un petit peu le chemin qu'on a envie de faire. Donc, c'était assez naturel d'essayer de rentrer à l'ENS. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir le faire sur dossier. Et puis après, ça s'est enchaîné assez naturellement, hein, tu vois? Ça a été des opportunités. Je suis arrivée à Nice parce qu'il y a eu cette bourse qui m'était offerte. Après, j'ai passé la grecque parce que j'avais envie d'être prof en prépa et
après, ben, la thèse, parce que c'était ça qu'il fallait pour avoir un poste. Et finalement, tu vois, une chose en a amené une autre assez naturellement. OK. Mais c'est vrai que je pense que, on va dire, ce que font nos parents, ça nous influence beaucoup. En tout cas, ce qui nous entoure, ça nous influence dans nos choix. Donc c'est sûr que ça a dû très certainement en jouer. Et moi, je l'ai beaucoup vu en prépa que, bah, quand même, les gens autour de moi, ils dans leur famille, ils avaient quand même pas mal de personnes qui étaient dans les sciences. Et ça se voit que forcément, ça influence quand même, nos choix. Et tu dis que tu as eu du mal à te projeter dans le métier de chercheuse. À quel moment tu t'es dit que tu voulais vraiment devenir chercheuse? Quand j'ai vraiment commencé à le faire, en fait, pendant ma thèse, quand je me suis rendu compte de ce que c'était. Parce que quand on connaît pas, moi, j'avais cette impression que, ben, pour être chercheur ou chercheuse, il fallait être un génie. Il fallait, tout réinventer, il fallait, avoir des idées, complètement, novatrices qui partent de rien du tout. Alors et pour certains, ça ressemble à ça, mais pour beaucoup, c'est pas ça, en fait. On part beaucoup d'une littérature qui existe déjà. Donc ça consiste énormément en fait à déjà lire et comprendre ce que les autres ont déjà fait. On part pas de rien et ensuite à essayer d'améliorer. Alors évidemment, il faut de la créativité, des nouvelles idées et cetera. Mais c'est loin de ce, processus que j'imaginais où il fallait à chaque fois tout réinventer et du coup, ça me semblait bien plus abordable et accessible et en le faisant, je me suis rendu compte que, bah, finalement, je pouvais le faire, et j'étais en train de le faire. Oui, il y a beaucoup cette image, du chercheur génie, j'ai l'impression en tout cas, dès qu'on parle aux gens de recherche, ils s'imaginent toujours qu'on je sais pas, peut-être c'est cette image un peu d'Einstein, tout seul, à faire ses équations. J'ai l'impression que c'est ça. Alors qu'au final, quand on s'y confond, on se rend compte que enfin moi je me suis pas vraiment confrontée, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment ça, la réalité en tout cas, j'ai l'impression que il y a beaucoup plus d'échanges et puis Énormément. Ouais, ouais. C'est vraiment l'un des clichés, contre lequel je me bats énormément. C'est, le côté, un peu solitaire, comme tu dis, on imagine la personne seule dans son labo et c'est tellement l'opposé de ma pratique de la recherche. Alors si on le désire, on peut, hein, mais la plupart des gens, c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est énormément d'échanges avec les collègues, de collaboration, de partage. C'est vraiment beaucoup ça la recherche. C'est loin d'être solitaire. puis ça permet de je pense d'avoir même plus d'idées à plusieurs, ça donne des comme chacun a sa vision des choses, je pense que confondre tes différentes visions, ça fait encore plus avancer que presque des fois d'être tout seul, parce qu'on se rend pas compte de certaines choses. J'ai une collaboratrice avec qui je travaille beaucoup ces derniers temps, avec qui ça marche vraiment très, très bien. Et une des raisons pour lesquelles ça marche très, très bien, outre le fait qu'on s'entende très bien et ça joue aussi, c'est que quand on attaque un problème, vraiment, on le prend jamais par le même bout. Mais vraiment, c'est incroyable. Elle l'attaque toujours d'un angle et moi de l'autre et c'est jamais la même façon d'aborder les choses et du coup, c'est hyper complémentaire, quoi. Donc c'est effectivement, on n'a pas tous la même façon de voir, de visualiser. J'aimerais bien des fois, c'est une question que je me pose quand on parle d'un problème mathématique, j'aimerais bien voir ce qu'il y a à l'intérieur de la tête de la personne parce que je suis sûre que ça ressemble pas du tout à ce que moi je visualise et c'est ça qui fait la richesse aussi, hein. C'est ça qui fait que ça peut avancer. Mais ouais, c'est vrai qu'en plus visualiser les mathématiques comme c'est quelque chose d'assez abstrait, c'est à mon avis, chacun a un peu sa perception des choses donc je pense qu'on pourrait être, vraiment surpris parce que même si on peut-être qu'on comprend les mêmes choses, peut-être qu'on les voit pas de la même manière. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est pas forcément facile, de savoir ce qu'on veut faire et et toi, comment tu su que c'était «la voie à suivre» entre guillemets? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur est-ce que cette voie est vraiment celle que je veux suivre ou pas? Comment tu sais, que enfin, je sais pas comment tu as su de te dire: «Ça, c'est ma voie, c'est exactement ce que je veux faire»? Déjà, la première chose, je pense que c'est que j'avais pas de certitude, hein. J'étais loin d'être complètement sûre de ce que je voulais faire, j'ai toujours, laissé des portes un petit peu ouvertes, hem et j'allais j en fait, je suivais le flow. À l'instant T, je me disais: «Là, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que je projette de faire, bah, je vais là». Mais je restais ouverte au fait de, bah, si ça se fait pas, ça se fait pas. Si je trouve quelque chose de différent à un autre moment, pourquoi pas?
Mais enfin, c'est pareil, c'est un truc, quand je vais dans les lycées pour parler aux jeunes, j'insiste beaucoup dessus, sur le fait que, on a l'impression, mais moi aussi quand j'étais à leur place, hein, qu'il faut tout savoir à l'avance, qu'il faut savoir qu'on fera telle étude, on ira dans telle école et on fera tel métier et ensuite il faut faire ça et ça. Mais ça marche pas comme ça, en fait. La plupart des gens, ils font des choses aujourd'hui, c'est le fruit du hasard. C'est parce qu'à un moment, ils ont croisé telle personne qui les a mis dans telle ou telle direction. Par exemple, un exemple, moi, je fais aujourd'hui des EDP. Pourquoi est-ce des équations ou dérivées partielles? Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est un petit peu le hasard. C'est parce que à la base, moi, c'était plutôt des probas que j'avais envie de faire. Et ce prof qui est venu me voir, qui est venu me dire: «Ah, je pense que ce serait bien que tu fasses une thèse, etc.» Lui, il faisait des EDP. Et il avait fait récemment une ouverture aux probas. Donc, il m'avait dit: «Je sais que tu aimes bien les probas, mais moi, j'en ai fait un peu ces derniers temps. On va pouvoir travailler ensemble.» Et donc, j'ai été travailler avec lui, hein, parce que ben, ça matchait bien. Et en fait, au final, j'ai presque plus aimé la partie EDP que proba. Et aujourd'hui, c'est mon cœur de métier. Si ce prof n'était pas venu me trouver, aujourd'hui, je ne ferais pas des EDP. Probablement pas. Donc, il faut aussi laisser la porte ouverte au hasard et comprendre que c'est pas grave si aujourd'hui, on ne sait pas avec exactitude ce qu'on veut faire. Il faut accueillir les événements un peu au fur et à mesure. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, plus que jamais, je me dis que c'est un peu les événements qui font que et que, bah, on peut pas faire un plan de vie à l'avance, quoi. On peut pas tout écrire d'avance parce que il y a tellement de «péripéties» entre guillemets qui peuvent se passer que on peut pas tout prédire. J'ai l'impression que quand on est au lycée, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une forte pression sur, il faut absolument savoir, quel métier tu veux faire. Mais le problème, c'est qu'au lycée, déjà, tu connais pas tous les métiers qui existent. Donc c'est super difficile de savoir. Moi, j'ai plus envie de dire, c'est, bah, déjà, fais des études qui te plaisent parce que si elles te plaisent pas, tu pourras jamais, continuer là-dedans et puis après tu verras bien où ça te mènera parce que souvent, déjà, il y a pas qu'un seul chemin pour arriver à son but et je pense que en fonction des rencontres, des opportunités qu'on a, on peut vraiment pas tout prédire à l'avance. Donc autant prendre un chemin qui nous plaît et puis après on verra où ça nous mènera. De toute façon, on peut vraiment pas tout prédire dans la vie. Je pense que Non, c'est sûr. Bon, c'est quelque chose, quand je discute avec mes collègues, presque tous, c'est à un moment, ils ont rencontré une personne, qui les a pointés dans une direction ou une autre, ou un cours qu'ils ont suivi et c'est le hasard qui fait qu'ils font ce qu'ils font aujourd'hui. Ça revient toujours et je pense que ça, c'est pas propre à la recherche, hein, c'est vraiment quelque chose, qui peut être dans tous les métiers. On ne sait pas forcément ce qu'on fera plus tard et quelque part, moi, je dis: «C'est bien aussi, quoi.» ouais, c'est ça. J'ai l'impression aussi qu'en effet, c'est souvent, des rencontres qui nous font un peu, changer le pas changer le cours de notre vie, mais qui nous orientent en tout cas. C'est pour ça que je trouve que souvent discuter avec les gens, on apprend beaucoup, même discuter, même si c'est pas forcément le métier qu'on veut faire, moi je trouve que c'est enrichissant. En tout cas, c'est ce que j'avais fait et ça m'avait beaucoup aidé de discuter avec des personnes avec différentes visions parce qu'au moins je me suis confrontée à différentes visions des choses. Je me Pas forcément j'ai trouvé ma voie comme ça, mais je me suis dit: «Ah tiens, il y a ça, ça pourrait me plaire, ça pourrait me plaire» et au fur et à mesure, tu affines et tu dis: «Ah tiens, j'avais pas vu les choses comme ça» et je trouve que vraiment ça peut vraiment changer donc en tout cas, j'accorde pas mal, d'importance à ça à ça, on va dire, aujourd'hui plus que par le passé. En tout cas, je trouve que c'est très important. Mais ça, je pense que c'est l'expérience qui parle aussi. C'est difficile de se rendre compte de ça, quand on est jeune. Là, c'est justement parce que tu l'as vécu toi que que tu t'en rendes compte. Donc c'est pour ça que c'est bien que tu le dises. C'est pour ça que c'est super que tu fasses ce podcast, pour partager avec les plus jeunes, ce genre de parcours, d'enseignement, de toi et des gens que tu reçois. Et c'est pour ça que moi, je vais parler dans les lycées et que j'ai fait aussi mon podcast. C'est c'est pas mal de l'entendre, ça peut rassurer aussi. Oui, c'est sûr. Bah, en fait, ce podcast, j'ai l'impression que il m'a un peu aussi il m'a un peu aussi permis de répondre à certaines questions que je me posais, en fait. D'un certain côté, je me suis rendu compte qu'au final, bah, j'ai beaucoup appris des échanges que j'ai eus avec mes invités et je l'aurais pas prédit avant de le faire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, toutes les questions auxquelles, que je pouvais me poser, je les ai des fois posées à mes invités. Donc ça m'a aussi, aidée et en fait, bah, j'espère que ça aide aussi d'autres gens, mais c'est vrai que, bah, par période, on se pose certaines questions, donc j'ai l'impression que chaque épisode, il se nourrit d'un peu de mes réflexions du moment, on va dire et donc c'est ça qui est joli et qui est beau aussi, quoi. Du coup, c'est pour ça, il y a pas vraiment d'épisodes qui se ressemblent, mais c'est toujours enrichissant. Moi, c'est chouette. Et du coup, pour, revenir un peu plus sur ton métier, comment est-ce qu'on devient maître de conférence?
Alors, en fait, c'est des concours, hein, donc c'est des positions permanentes. En France, on a la chance, alors c'est pas le cas dans tous les systèmes, mais en France, on a la chance d'avoir des postes permanents accessibles assez vite dans la carrière. Parce qu'il y a pas mal de pays, en fait, où il faut passer d'abord par ce qu'on appelle des tenure track, donc des CDD qui sont renouvelés jusqu'à ce que finalement on réussisse à avoir un poste permanent. En France, dès lors qu'on a une thèse, et qu'on a un petit peu d'expérience, on peut postuler sous réserve d'avoir passé ce qu'on appelle la qualification. La qualification, c'est en gros un dossier qu'il faut envoyer qui résume un petit peu notre thèse, avec des pièces administratives, etc. Pour que quelqu'un, donc pour que le CNU, hein, c'est un conseil de scientifiques, euh, vérifie un petit peu le, le, le fait que la thèse soit correcte et au niveau, on va dire, voilà, pour pas qu'il y ait des thèses un petit peu farfelues qui peut-être soient passées entre les gouttes qui traînent, quoi. Et donc, sous réserve qu'on ait la qualification, on a le droit de postuler à des postes de chercheur ou enseignant-chercheur. Donc, chercheur, l'intitulé, c'est chargé de recherche. Là, c'est dans n'importe quel type d'institut. Donc, INRIA, INRAE, CNRS, voilà, c'est des instituts de recherche. Là, j'ai cité des instituts de recherche générale et certains en maths informatique précisément. Ou alors, les postes d'enseignant-chercheur, maître ou maîtresse de conférence, ça c'est dans les facs. C'est les facultés elles-mêmes qui proposent des postes si elles en ont à leur disposition. Et dans les deux cas, c'est des concours, donc qui consistent à d'abord envoyer son dossier. Donc on envoie un CV très détaillé, hein. C'est pas comme les CV pour les gens normaux, entre guillemets, dans le monde normal, les CV de recherche, c'est ce qu'il faut pas faire en vrai, parce qu'ils font des pages et des pages. Alors qu'un bon CV, normalement, on m'a dit c'est une page. Oui, les CV de recherche, j'ai déjà remarqué qu'ils étaient vraiment très longs. Des fois, je vois le nombre de pages, je me dis, ouh, ça doit être long à lire. C'est des codes particuliers bien propres au monde académique. Et donc, dans lequel on détaille un petit peu ses diplômes, les publications qu'on a fait, les conférences qu'on a données, où on résume un petit peu ses recherches. On parle aussi des projets de recherche qu'on aimerait développer, etc., etc. Donc, ça, c'est évalué par des pairs, des collègues. Et ensuite, il y a les auditions. Donc, on sélectionne un certain nombre de dossiers. Et là, ensuite, on va donc ou dans l'université à laquelle on a postulé ou dans le centre d'examen pour le CNRS et l'INRIA où se déroulent les auditions. Et ça consiste... Alors ça varie, ça dépend des gens, mais en général, on va dire c'est une vingtaine de minutes où on présente sa recherche, son parcours, et suivi d'une séance de questions-réponses. Certains même font un petit cours. Ils envoient à l'avance un thème de cours et il faut faire une petite simulation d'un quart d'heure de cours. Et donc, à la suite de ça, le comité de sélection établit un classement. Et donc, en 1, c'est la personne qui veut le recruter. Et comme tous les concours ont lieu en même temps, il y a souvent un petit peu un jeu de chaises musicales parce qu'on ne postule pas à un seul, on postule à plusieurs et on peut être classé un peu partout. Donc, des fois, on peut avancer un petit peu dans le classement jusqu'à ce que la personne accepte et prenne le poste. Mais aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas beaucoup de postes dans le monde de la recherche, en tout cas en mathématiques ou même dans d'autres disciplines. Est-ce que tu as eu du mal à trouver un poste? Qu'est-ce qui a été difficile? Alors, j'aimerais tellement te dire le contraire, mais malheureusement, effectivement, c'est pas fou en ce moment, le nombre de postes. Alors, moi, je pense que j'étais à une période où c'était pas aussi critique que maintenant. C'était déjà c'était pas aussi faste qu'avant, mais c'était pas aussi critique que maintenant. Il y a un peu quand même, c'est un peu des sinusoïdales, hein. Il y a des creux et puis des pics, hein. Mais là, on est plutôt sur un creux en ce moment, j'ai l'impression. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'être recrutée à thèse plus 1, c'est-à-dire j'ai fait juste une année de postdoc et ensuite j'ai tout de suite été recrutée. Maintenant, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Il faut un petit peu faire quelques années de postdoc avant d'être recruté parce qu'il y a de moins en moins de postes et du coup, il y a de plus en plus de gens qui restent sur le carreau, mais qui sont très bons, qui en temps normal auraient trouvé un poste. Et donc, ces gens-là, ils recandidatent l'année d'après. Donc, du coup, pour les nouveaux qui arrivent, c'est un petit peu plus compliqué de tout de suite trouver une position, quoi. Oui, et puis même, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des thèses et qui se reconvertissent. Moi, je le vois au quotidien parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens en reconversion dans la data.
et dont pas mal ont fait justement des thèses et n'ont pas réussi à trouver un poste, que ce soit dans le public ou dans le privé, et qui du coup se reconvertissent dans d'autres domaines plus ou moins similaires aux leurs. Oui, en plus, ton domaine, c'est un domaine en plein boom là, hein. La data, on en entend parler partout, donc effectivement, tu dois voir arriver du monde. Oui, bah, en fait, la plupart des profils qu'on a, c'est soit des gens qui viennent d'écoles d'ingé, soit des gens qui sont en reconversion. C'est 50-50. C'est vraiment, moi, j'étais impressionnée du nombre de personnes en reconversion dans la data. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Après, la data, c'est très large, hein, parce qu'il y en a beaucoup, ils ont fait des thèses en physique, en chimie, et au final, la data, c'est quand même assez éloigné de ce qu'ils ont fait. Ils avaient fait un peu de Python, mais c'est quand même pas exactement pareil ce qu'on fait, quoi. Mais ouais, mais c'est vrai que c'est fou en vrai. Du coup, j'ai compris que les tests, c'était assez compliqué de trouver, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se reconvertissent dans des domaines plus ou moins similaires, quand même, ils restent quand même dans les sciences, quoi, on va dire. Le truc, c'est que je connais pas le différentiel, mais chaque année, il y a quand même vraiment beaucoup de thèses qui sont soutenues. Donc, effectivement, quand tu vois le nombre de postes derrière, fatalement, il y en a qui restent sur le carreau. Après, il y en a beaucoup qui font de la R&D aussi, en entreprise, selon les thèses que tu as faites, si tu fais certaines thèses de maths appli, c'est très facile de derrière trouver, pour aller en entreprise. Donc, et en l'un des points positifs, c'est que j'ai vu une vraie évolution sur ces dernières années. En fait, en France, comme on a un système particulier avec des classes, prépa et des écoles d'ingé et en parallèle, la fac, et les thèses, bah, c'était un peu compliqué pour, les gens qui avaient des thèses, de s'insérer dans le marché, en fait. Tu vois, si tu compares avec des pays comme en Allemagne, tu as fait une thèse même en maths fonda qui sont complètement abstraites, pas du tout appliquées, tu vas absolument pas galérer à trouver un job en banque, ou quoi derrière, quoi. C'est hyper valorisé. Chez nous, c'était un petit peu plus compliqué et ces derniers temps, je trouve que quand même ça a pas mal bougé et on valorise vraiment, les thèses et on se rend compte que, ben, c'est pas très grave si la thèse est éloignée du poste, ça la thèse elle témoigne également d'une capacité de la personne finalement à apprendre, à être autonome, à être indépendante, et cetera et cetera. Donc c'est des choses qui peuvent être valorisées et qui le sont de plus en plus par les entreprises. Oui, surtout que maintenant, ils considèrent quand même plus la tête comme 3 ans d'expérience en soi, plutôt que comme rien, et comme des études, on va dire. C'est quand même, j'ai l'impression que maintenant, c'est quand même assez conté comme une expérience professionnelle, et c'est vrai que je pense que ça peut apporter, même si après on va dans le privé. Et c'est vrai qu'après, je pense qu'il y a certains pôles R&D où on peut pas faire de la recherche au sens académique, mais quand même faire des choses relativement intéressantes. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, carrément, carrément. Il y en a, je pense que parce que, par exemple, tu as des thèses, CIFRE. Donc les thèses CIFRE, c'est des bourses particulières où, c'est en partenariat entre une entreprise, quelqu'un de l'entreprise et quelqu'un, du monde académique. Et tu as des thèses CIFRE, ben, qui ressemblent quand même beaucoup à de la recherche, académique et du coup qui sont, supervisées par des gens de l'entreprise et qui maîtrisent, bien ça aussi. Donc je pense qu'on peut faire des choses assez proches de l'académique, même en étant en entreprise. Ça dépend de chacun après. Oui, et puis je pense que ça dépend aussi dans quelle entreprise on le fait. Parce que des fois, dans les plus petites entreprises, je dirais que c'est peut-être un petit peu plus sollicitaire parce qu'il y a moins de personnes, on va dire, qualifiées. Mais dans des grandes entreprises, j'ai l'impression qu'il y en a, ils ont quand même des sacrés pôles R&D. Et là, clairement, à mon avis, il y a de quoi faire, quoi. Ouais, ouais, carrément. Et imaginons qu'il y ait quelqu'un qui vienne te voir et qui veut, on va dire, absolument être chercheur. Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je pense que je dirais déjà que c'est génial, que je lui souhaite de réussir parce que c'est un métier incroyable. Ça fait, tu vois, je te disais, je suis en poste depuis 2017. J'attends le moment, j'espère qu'il n'arrivera pas, où je serai blasée. Je suis toujours pas blasée. Je me considère toujours comme extrêmement chanceuse de faire ce que je fais. J'adore mon métier, je m'éclate, je m'épanouis et vraiment, enfin, c'est une chance incroyable de pouvoir faire ça. Donc je lui dirais: «Je te souhaite de pouvoir l'être» et je lui donnerais, quelques conseils. Je pense que, il y a un certain nombre de qualités qui peuvent être, bénéfiques quand on essaye de faire ces métiers. Je lui dirais de cultiver sa curiosité, déjà. Ensuite, cultiver sa patience. Il en faut. Et puis après, il y a pas de secret, hein, travail, travail, travail.
Et il n'y a personne qui réussit, qui fait ces métiers-là en se tournant les pouces et en étant juste génial et du coup, en ayant une idée de temps en temps et en glandant le reste du temps. Tout le monde, c'est énormément de travail. Alors, notre chance, c'est que pour la plupart d'entre nous, on est passionnés. Donc, ça ne nous gêne pas de passer des heures à travailler sur des choses. Et tant mieux, et c'est pour ça qu'on le fait. Mais il n'y a pas de secret. Pour réussir à ce genre de choses, il faut beaucoup travailler. Et du coup, tu nous avais aussi dit qu'il y avait pas mal d'idées reçues sur ton métier. Quel est selon toi le plus grand cliché sur le métier de chercheur? Alors, on l'a un petit peu abordé, hein, mais c'est le côté solitaire. Vraiment, je pense que si on demande à quelqu'un de visualiser un chercheur, il va visualiser un homme dans un labo, tout seul, avec une blouse blanche, en train de faire on ne sait pas trop quoi. Et c'est tellement à l'opposé de mon quotidien que ça me désespère que ce soit encore cette image qui soit attachée à notre métier, quoi. C'est le mot qui me vient le plus, c'est partage, c'est échange, c'est discussion, c'est tout ça. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication, d'échange. C'est le cœur du métier, quoi. Et justement, à quoi ressemblent à peu près tes journées en tant que chercheuse ou tes semaines, si tu préfères faire sur la semaine? Ouais, et alors même semaine, je pense, c'est pas assez. Moi alors? Non, en fait, c'est comme mon métier est double, je suis enseignante chercheuse. Ça dépend vraiment des périodes, en fait. Ça dépend si je suis sur une période où j'ai beaucoup d'enseignements ou pas. Donc, si je suis sur une période où j'ai des enseignements, ben, il va y avoir les moments où je vais les dispenser, les moments où je vais préparer les cours, les moments où je vais corriger les copies, etc. Et tout ça partagé avec la partie recherche, où là, c'est ben, beaucoup de réunions, puisque tous mes travaux, la plupart, je les fais en collaboration. Donc, du coup, on cale des réunions avec mes collègues et on se réunit autour d'un tableau ou d'une feuille ou d'un ordi et on discute. Donc, c'est la préparation de ces réunions qui consiste souvent à lire des articles de la littérature, essayer de faire des calculs, essayer de corriger les choses qu'on a faites avant, essayer de trouver des nouvelles idées, etc. Et puis après, alors moi, c'est dans mon titre, hein, je m'appelle maîtresse de conférence, c'est beaucoup de conférences. Donc, on va en donner pour partager nos découvertes et notre recherche, et on va aussi beaucoup en écouter, parce que c'est très important de rester au fait de ce qui se fait en fait dans la communauté, et d'ailleurs de façon un peu plus large, parce que c'est comme ça qu'on a des nouvelles idées, c'est comme ça qu'on peut avoir envie de débloquer des problèmes, c'est comme ça qu'on peut nouer des nouvelles collaborations, etc., etc. D'accord, et tu nous as un petit peu parlé que tu travaillais, donc sur les EDP. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus en quoi consistent tes recherches? Oui, alors du coup, j'ai commencé, au départ, je faisais de la théorie cinétique des gaz. Donc essentiellement, les questions que je me posais, c'était, quand tu t'intéresses à un gaz, il y a 3 niveaux de description, 3 échelles différentes. L'image que j'aime bien donner, c'est celle de la peau, où tu as un petit peu ce découpage. Ta peau, quand tu la regardes à l'œil nu, tu es, on va dire, à l'échelle macroscopique, l'échelle grossière. Si tu prends un microscope et que tu zoomes une première fois, tu vas voir les cellules qui constituent ta peau. Là, tu seras à une échelle intermédiaire qui est l'échelle microscopique. Mésoscopique, pardon. Tu seras à une échelle intermédiaire qui est l'échelle mésoscopique. Et si tu zoomes encore plus fort, tu vois les atomes qui constituent ta peau. Et là, tu es à l'échelle microscopique. Donc, tu vois, 3 niveaux de description pour parler d'un même objet. Bah, ces 3 niveaux de description, il y a les mêmes quand on s'intéresse au gaz, en fait. On peut suivre les particules de gaz une à une, ou on peut dézoomer et les considérer un petit peu différemment via d'autres quantités physiques importantes. Et mon travail consistait à comprendre quand on part d'une certaine échelle, avec une équation. Donc par exemple, si on part de l'échelle microscopique avec les lois de Newton, où on a accès à l'évolution de la vitesse et des positions de chaque particule. Donc à chaque instant, on sait où sont les particules dans la pièce. Bah, quelle équation on récupère à l'échelle supérieure, donc quand on dézoome. Donc, essentiellement, du coup, on se pose la question, au lieu de suivre les particules une à une, si je me dis, ce qui m'intéresse maintenant, c'est la densité de particules. Donc, je veux plus savoir où elles sont exactement, mais ce qui m'intéresse, c'est savoir combien j'en ai à tel endroit de ma pièce. C'est une info suffisante, j'ai dézoomé un petit peu. Et ben, quelle équation j'ai sur ma densité de particules.
Donc voilà, j'essayais un petit peu de chercher à connecter les différentes échelles. Et l'un des intérêts, hein, souvent les gens disent mais à quoi ça sert les maths? Par exemple, exemple typique, eh ben, on part d'un système où on a des millions, des milliards de particules. Donc pour les ordis quand même c'est un petit peu, c'est dur, hein, ça fait beaucoup de calculs. À, si on dézoome, ne plus considérer qu'une seule équation sur la densité de particules. Donc en temps de calcul, on a quand même pas mal gagné. Donc ça, c'est un des intérêts de se poser ce genre de questions. Donc j'ai commencé avec ce type de questionnement, hein, ce que j'appelle les problématiques de changement d'échelle. Et puis maintenant, j'ai des ouvertures donc, dans le cadre de la mécanique des fluides, et maintenant j'ai des ouvertures dans la sociologie. Donc je m'intéresse à comment une opinion va se diffuser dans la population. Donc, selon les interactions entre les différentes personnes, la façon dont elles interagissent et comment, quand elles interagissent, une personne va faire changer l'opinion d'une certaine façon, et ben, comment est-ce que du coup on arrive à atteindre un consensus ou atteindre ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire un nombre fini d'opinions à la fin qui sont partagées entre plusieurs groupes de la population. C'est vrai que j'ai rarement vu des liens entre sociologie et mathématiques, mais je trouve ça hyper intéressant. Je pensais pas que sur des questions d'opinion, c'est des choses qu'on pouvait modéliser mathématiquement. Si, ouais, effectivement, c'est vraiment un domaine, en plus qui est assez riche et dû à des développements récents dans ce qu'on appelle le domaine de la théorie des graphes. Il y a pas mal de gens qui, se remettent à regarder ce genre de choses et en fait, on peut décrire des phénomènes, très précis, hein. Tu vois, on a des domaines, on a des modèles où tu peux modéliser le fait que, tu as des gens qui sont populaires, et donc, tu peux modéliser comment leur popularité évolue au cours du temps et comment, du coup, le fait d'être populaire auprès de gens populaires ou le fait d'être populaire auprès de gens qui ne le sont pas trop, comment ça fait que tu as plus d'impact sur la population et que les gens vont chercher à s'aligner sur ton opinion plutôt à toi que d'autres. D'accord, mais vraiment, je pensais pas que le comportement humain était modélisable et aussi prévisible. Eh oui, c'est un peu décevant, hein. Presque, presque. Oui, mais je trouve ça fou. Vraiment, j'aurais jamais pensé que c'était possible de le modéliser. Et est-ce que, comme vos résultats, ça se rapproche, je sais pas où t'en es, mais est-ce que ça se rapproche de la réalité ou... Alors, du coup, donc ça effectivement, c'est une question qu'on me pose souvent. Alors, j'aime bien répondre qu'il y a maths appliquées et maths appliquées. Moi, je fais des maths appliquées, mais qui restent quand même assez théoriques. Si tu veux, les questions qui m'intéressent, c'est plutôt les aspects mathématiques de ces problématiques. Donc, les modèles que nous, on a créés, qu'on a modélisés et sur lesquels on se pose des questions mathématiques, je sais pas s'ils sont assez complexes pour satisfaire un sociologue qui travaille vraiment avec ce genre de choses. Mais c'est quelque chose vers lequel j'aimerais bien aller, hein, plus tard, essayer de contacter des sociologues et voir si nos modèles peuvent les intéresser ou s'ils peuvent nous aider à les enrichir et à les complexifier et à faire en sorte qu'ils reproduisent un petit peu plus la réalité. Voilà, c'est un peu difficile de te répondre complètement. Euh, je pense quand même que malgré le fait que je les appelle des modèles joués, ils sont quand même capables de capter des choses qui ont du sens et qui correspondraient à la réalité, on pense. Après, on n'a pas de données pour les comparer, donc c'est aussi ça le truc. Après, c'est jamais facile, je trouve, de modéliser, on va dire, des domaines qu'on maîtrise pas trop. Par exemple, si on n'a pas beaucoup de connaissances en sociologie ou en biologie, c'est pas forcément facile de modéliser les phénomènes tout seul. Souvent, on a quand même, je trouve, besoin d'une aide de quelqu'un de plus expert pour discuter et voir comment ça se passe dans la réalité, parce que... Absolument. C'est pour ça que c'est pour ça que je te dis que moi je fais des maths appliquées mais théoriques, c'est-à-dire que nous ce qui nous intéresse c'est vraiment les questions mathématiques sur ces modèles. Euh, c'est entre guillemets pour l'instant vu ce qu'on fait un peu un prétexte, mais j'aimerais beaucoup arriver vers des modèles un petit peu plus réalistes. Mais pour l'instant je suis pas sûre que ce soit le cas et à dire vrai c'est pas vraiment le but pour l'instant. Eh bien, en fait, comme le métier de chercheur, on va dire, ça consiste à apprendre en permanence, euh, est-ce que tu peux nous donner des conseils sur comment bien apprendre, justement? Alors, ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle parce que je me suis rendu compte, moi, durant mon parcours scolaire et pour avoir
pas mal d'étudiants maintenant, que chacun a sa méthode et que ce que moi je vais te raconter qui marche pour moi, ça marchera pas forcément pour toi. Je pense que c'est une des difficultés, pour revenir d'ailleurs sur la prépa, c'est une des difficultés qu'il y a en prépa, c'est que moi j'ai mis beaucoup de temps à trouver ma bonne façon de travailler. Et je pense que c'était pas seulement le fait que, alors évidemment il y avait l'intensité et le contenu qui était difficile, hein, mais c'était aussi le fait de réussir à trouver mon mode de fonctionnement pour pouvoir gérer tout ça. Et j'ai mis un peu de temps à le trouver et je pense que, tu vois, moi, j'ai fait 2 fois ma deuxième année et c'est vraiment ma dernière année de prépa que j'ai réussi parce que finalement, bah, j'avais plus le contenu à gérer puisque je l'avais déjà appris, je l'avais déjà vu une première fois. Donc finalement, je pouvais me concentrer plutôt sur, OK, comment je m'organise, comment est-ce que je travaille pour apprendre les choses. Et c'est là, je pense, où j'ai un petit peu saisi ma façon de fonctionner. Et donc, en ce qui me concerne, moi, ça passe énormément par l'écriture. Donc, je faisais beaucoup de fiches, pas tant pour les réutiliser, mais parce que c'est vraiment en écrivant que j'apprends. Et puis après, le conseil que je donne à tous mes étudiants, et je pense en maths, on peut pas faire sans, c'est les exercices. Les exercices, les exercices. Il faut faire des exercices, il faut en faire beaucoup. Et surtout, quand je dis il faut faire des exercices, il faut pas se mettre devant un exercice, attendre un petit peu et puis ensuite lire la correction. Si vous faites ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que vous n'allez rien imprimer. La meilleure façon qu'un exercice imprime et vous apporte quelque chose, c'est évidemment, vous n'allez pas forcément le réussir ou trouver. Si tout le monde trouvait les exercices du premier coup, ce serait génial. Souvent, vous n'allez pas réussir. Mais c'est pas grave si vous réussissez pas à faire l'exercice, si vous l'avez vraiment cherché, si vous avez vraiment essayé plusieurs choses. Parce que si vous avez vraiment essayé plusieurs choses, vous avez buté, vous avez essayé un chemin puis un autre et que ça n'a finalement pas réussi, quand vous allez lire la correction, là, ça va imprimer. Parce que vous allez vous dire: «Ah, mais attends, ça, il fait ça, elle fait ça, parce qu'en fait, ça, que moi j'avais essayé, ça peut pas marcher», et cetera. Et là, vous allez vraiment l'imprimer. Donc un exercice que vous n'avez pas cherché, où vous avez juste lu la correction, ça ne sert à rien, vraiment. Ça, je suis tellement d'accord. Je trouve que enfin, lire des corrections, je trouve que ça sert absolument à rien. Je me dis: «Je préfère faire moins d'exercices, mais au moins vraiment les faire vraiment parce que en fait, il vaut mieux en faire moitié parce que juste lire la correction, ça sert à rien». Mais il me semble que, les neurosciences, ils avaient un petit peu, pas entre guillemets «prouvé ce phénomène», mais en tout cas, il me semble qu'il y a une histoire de circuits neuronaux qu'on active et c'est pas du tout p enfin, si on a vraiment cherché, Ah ouais? à force on trouve le meilleur chemin optimal. Ouais, il y a quelque chose comme Ah, ça. je savais pas. Mais ça m'étonne pas parce que vraiment la différence, elle est frappante. Et alors, le mieux, si vous avez du temps, là, c'est le truc idéal, c'est vous cherchez l'exercice, vous le cherchez fort, comme j'ai dit, et vous regardez pas la correction le jour même. Vous laissez dormir un petit peu, vous dormez dessus et le lendemain, vous le réattaquez avant de lire la correction. Parce que des fois, c'est fou, mais en dormant, on fait le travail. Ça m'est déjà arrivé de débloquer des choses en dormant. C'est fou, ça continue en tâche de fond. Donc, vous le réattaquez. Et là, si à nouveau, vous n'y arrivez pas, là, vous lisez la correction. Et là, c'est le truc optimal. Ouais, bah, justement, en fait, j'avais vu un cours de neurosciences sur l'apprentissage et il y avait aussi ce concept de tâche de fond. En gros, notre cerveau, il va osciller entre 2 modes. Ils appellent ça le mode diffus et le mode concentré. Et des fois, on est en mode concentré et quand on repasse en mode diffus, et ben, par exemple, quand on va marcher, eh ben, notre cerveau, il continue à penser et du coup, on a des nouvelles idées Ouais. et en vrai, en fait, c'est des choses dont ça nous semble évident, mais en fait, c'est vraiment prouvé, on va dire, scientifiquement par les neurosciences. Ouais, Ils ont c'est vraiment marrant. trouvé que ça marchait vraiment comme ça, en fait. Et franchement, c'est très intéressant, les neurosciences, en tout cas de l'apprentissage. C'est vraiment quelque chose de passionnant, je trouve. Bah, écoute, je connaissais pas toutes ces études. Là, je te parle juste d'expérience. Mais je suis contente de voir que mon expérience va dans le sens de la science. C'est rassurant, on va dire. Exactement. Et du coup, pour rester toujours sur les thématiques de l'apprentissage, on va dire en mathématiques, on va dire c'est pas toujours facile de comprendre les concepts. Comment on peut être sûr qu'on a bien compris quelque chose? Parce que des fois, on a l'impression d'avoir compris, mais au final, on n'a pas vraiment compris. Donc à quel moment on pourrait se dire: «Là, j'ai vraiment compris»? Alors moi, j'ai une technique pour ça. La meilleure façon de se rendre compte qu'on a vraiment compris quelque chose, c'est d'essayer de l'expliquer. D'essayer de l'expliquer
Et je dirais d'essayer de l'expliquer à plusieurs types de publics différents. Un public qui est aussi averti que nous, déjà, et à un public peut-être qui en connaît un peu moins. Et ça permet vraiment de voir si on a compris ou pas. Si on est capable ça c'est l'étape ultime, de vulgariser la notion. Bon conseil. On m'a donné pas mal de techniques pour apprendre dans ce podcast. Mais c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'expliquer, en effet, en vrai, souvent, quand t'expliques et que t'as pas tout compris, tu te rends compte toi-même que tes explications, elles sont pas terribles, en fait. Il y a un moment toujours un peu vaseux en mode on me met sous le tapis parce qu'en fait là je sais plus trop ce que je dis complètement. Non, ça permet vraiment d'être au clair sur les points un peu plus flous que les autres. Ouais, parce que des fois, quand j'essaie d'expliquer des trucs et que j'ai pas complètement compris, je me dis là, je suis pas sûre qu'on me comprend non plus. C'est à peu près ça. Et bon, du coup, on va finir sur l'apprentissage pour le moment. On va passer sur des questions plus sur l'organisation. Comment bien organiser son temps? Parce que je trouve que c'est une grande question. Il n'y a pas forcément de bonne technique, mais comment bien s'organiser? Si seulement j'avais une bonne réponse à te donner. Je suis pas sûre d'avoir moi-même une bonne réponse à cette question pour l'instant. Parce que le temps, c'est vraiment ce dont je manque le plus en ce moment. Moi, ce que je fais, déjà, je ne suis rien sans mes agendas. Vraiment, c'est terrible. Je n'ai plus de tête, donc voilà, tout est organisé dans mes agendas. Et puis, ce que je fais, c'est que j'ai une immense to-do list qui est organisée par section, donc par thématique de recherche, enseignement, urgent. Il y a plein de titres différents. Et le dernier point, c'est demain. Et j'aime bien quand j'ai le temps, j'ai pas toujours le temps, mais quand je peux, j'aime bien me poser le soir et me dire ok, j'ai ça à faire demain. Qu'est-ce que je commence? Par quoi je commence? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prévois de faire sur toute la journée? Donc, le truc, c'est que, comme tout le monde, je prévois toujours bien plus que ce que je peux faire sur une journée. Ça, c'est assez classique. Et quand je peux, j'essaye de dire, OK, ben, je veux faire ça. Ben, le matin, je vais commencer par ça. Ensuite, je vais faire ça. Et puis, l'après-midi, je vais faire ci, je vais faire ça. Entrecaler, évidemment, des réunions avec les collègues, des cours à donner, etc., etc. Mais ça, c'est une façon que j'ai d'à peu près m'organiser qui, quand je la fais, marche plutôt bien. Mais même ça, j'arrive pas à le faire tout le temps. T'as pas le temps de t'organiser, en fait. C'est ça. C'est terrible. Mais je trouve que c'est jamais facile de s'organiser et chacun a un peu sa propre méthode. Moi, je connais des personnes qui sont soit super organisées, qui ont un planning vraiment ultra précis, limite à l'heure, et des gens qui sont pas du tout organisés. Donc il y a vraiment deux opposés, mais je sais pas ce qu'il y a de mieux en organisation. Moi, personnellement, j'aime bien avoir une sorte de planning par jour et je mets ce que j'ai à faire parce que, enfin, sinon, des fois, c'est compliqué, mais je mets tout. Moi, je mets le pro et le perso. Du coup, il se passe des trucs improbables. Sur mon planning, il y a même marqué ménage, des fois. Mais après, je mets pas d'heure quand même. Mais je mets quand même les trucs à faire ou les gens qu'il faut que j'appelle parce que sinon, après, je sais que je vais oublier. Ouais, non, mais moi, j'ai aussi une liste pour ça, hein, pour les trucs perso. Bah, c'est ça. Sinon, même perso, des fois, t'oublies. Il y a des gens, des gens qui trouvent ça angoissant d'avoir un planning. Moi, je trouve qu'au moins, ça permet de pas oublier et d'un peu optimiser ce que t'as à faire parce que sinon, au final, t'oublies. Si j'ai Bah, pas noté, c'est sûr que je vais oublier. Ah, c'est clair. C'est honnêtement tout ce que je ne note pas, c'est sûr, je l'oublie maintenant. C'est systématique. Donc, j'aimerais bien être capable de m'en passer, mais je fais bien trop de choses pour que ce soit le cas. Ouais, c'est ça, quand tu fais pas mal de trucs, si t'as pas un planning, c'est pas possible. Moi, par exemple, je fais pas mal de sport. Bah, mes entraînements, il y a un planning. Genre, les gens, ils trouvent ça flippant, mais je suis en mode, oui, mais tu fais pas autant de sport que moi. Quand tu fais beaucoup de sport, si t'as pas un petit planning, tu sais que tes entraînements, tu les rentreras pas dans la semaine. Donc, du coup, tout est organisé. Et peut-être c'est un peu, les gens, ils se moquent de moi et tout, surtout pour ce sujet, parce que ils me disent, t'as un planning d'entraînement. Je suis en mode, oui. C'est pour optimiser l'entraînement, parce que sinon, c'est pas possible. Bon, après, chacun sa façon de fonctionner aussi. Il y a des gens qui fleurissent dans le chaos, hein. Et il y en a d'autres qui ont besoin d'une structure. Donc, c'est à chacun de trouver son chemin. Moi, je pense que je suis un petit peu entre les deux. Bah, je trouve que c'est bien quand c'est organisé, mais il faut pas tomber dans l'excès.
Pas à l'heure près quand même. J'aime bien avoir une to-do list pour avoir un peu une vision, mais pas non plus à l'heure près. Faut quand même avoir un peu de souplesse, on va dire. Mon planning, il s'adapte quoi aux aléas, on va dire, de la vie. C'est impossible que ça soit figé, quoi. Et sinon, quelle est la chose que tu penses être la plus importante dans ton métier ou quelle est la chose la plus, on va dire, forte que tu aies appris dans ton métier? Alors, je dirais que, une des choses que j'ai apprises, qui fait un peu écho à ce que je te racontais tout à l'heure dans mon conseil, c'est, le fait d'adapter, mon discours. C'est-à-dire que, tu vois, quand je parle de mes recherches, des choses qui m'intéressent, je vais autant en parler à des chercheurs qui font partie de ma communauté, donc qui vraiment ont les mêmes notions que moi, qu'à des chercheurs qui sont pas du tout de ma communauté, qu'à des étudiants, qu'à des lycéens ou qu'au grand public. Et en fait, bah, il faut vraiment du coup adapter son discours à la personne qu'on a en face. Donc c'est quelque chose qui est pas forcément, évident de prime abord si on l'a pas préparé. C'est loin d'être évident. Il faut quand même un petit peu préparer ça. Donc ça, c'est un truc que j'ai beaucoup appris et qui est lié, en fait, à une des choses que j'aime le plus dans ce métier, qui est le partage, tout simplement. C'est ça qui ressort et que j'ai envie de te dire parce que c'est ça que j'aime dans ce métier, c'est aller partager, diffuser des connaissances et donc une des façons de bien le faire, c'est de prendre en compte qui on a en face de soi et de s'adapter. C'est vrai. En plus, je pense que chaque personne a ses propres, on va dire, sa propre sensibilité. Donc, en fonction de la personne à qui on s'adresse, on va dire, il y a différentes choses qui vont jouer ou qui vont priver en œil quelque chose. Donc, c'est pas facile toujours de s'adapter, à la personne qu'on a en face pour, bah, justement bien communiquer. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a pas que le niveau du public, je dirais. Il y a aussi, je sais pas, sa propre expérience, son propre vécu qui joue, en fait. Absolument, absolument. Donc on va dire c'est jamais simple. Et du coup, je pense qu'on va peut-être revenir, encore une fois sur cette notion de partage. Mais pourquoi tu as décidé de lancer ton podcast, tête à tête entre chercheuses? Alors pourquoi j'ai lancé Tête à tête chercheuse? Parce que donc, alors j'ai un peu mentionné, mais, je vais quand même, depuis, j'ai commencé en thèse, je vais souvent dans les lycées pour aller un petit peu parler du métier de chercheur-chercheuse en mathématiques et partager mon parcours, échanger avec les lycéens qui se posent des questions et cetera. Et en fait, donc je suis aussi engagée dans des actions de parité, des journées en non-mixité avec, des filles à propos des maths et de l'informatique et cetera. Parce que tout ça, c'est des questions qui me tiennent, vraiment à cœur. Le fait de rendre ce métier, accessible, à tout le monde en fait, parce que, bah, on manque cruellement de mixité et de diversité et c'est un problème pour moi donc voilà, je fais pas mal de choses pour changer ça. Et je me suis rendue compte quand j'allais dans les lycées, quand je rencontrais les jeunes, que ben, mine de rien, ça avait quand même un impact. J'avais des retours assez positifs. J'ai eu des exemples, par exemple, de profs qui m'ont dit qu'après mon passage dans une classe, bah, il y a des filles qui n'avaient pas du tout prévu de prendre l'option maths, qui l'ont finalement prise. Et je trouvais ça hyper gratifiant et je me disais, mais c'est super, mais du coup, c'était un peu frustrant parce que bah, je pouvais pas atteindre beaucoup de personnes d'un coup, parce que voilà, je peux pas non plus faire une centaine de classes par an. J'en fais quelques-unes et quand je peux, quoi. Et donc, je me suis dit, bah, quel est le moyen d'atteindre le plus de personnes d'un coup? Et comme moi-même, je suis une grande consommatrice de podcasts, Ça commence toujours comme ça. bah, assez naturellement, en fait, ça m'est apparu et je me suis dit: «Ah ça il y a peut-être moyen d'utiliser ce média-là» et donc j'avais, plein d'idées en tête, hein, je me disais: «Il faut casser un petit peu cette image de chercheurs et chercheuses, démystifier le métier, expliquer en quoi ça consiste» et puis après je voulais aussi, montrer des profils divers et variés parce que je pense que le portrait type du chercheur en maths qu'on a en tête, il me ressemble pas. Non, clairement, je pense. Donc j'avais envie de montrer une image un petit peu différente aussi, un petit peu diverse avec des gens de différentes origines sociales, de différents parcours, heu, avec des profils un peu différents pour qu'aussi, tout simplement, le plus de gens possible puissent s'identifier. C'est hyper intéressant aussi. J'avais envie que les gens comprennent concrètement qu'est-ce que c'est que la recherche contemporaine, quels sont les problèmes qui actuellement intéressent des mathématiciens. Donc essayer de façon vulgarisée, exposer des exemples de bah voilà, moi je fais de la recherche sur ci, je fais de la recherche sur ça. Voilà, j'avais vraiment
tous ces trucs en tête. Et donc, je me suis dit, bon, ben, je pense que le podcast, c'est un bon moyen de faire tout ça. Donc, j'ai construit mon format un petit peu en ayant tout ça en tête, en essayant de balayer un petit peu tous ces points. Et pour, du coup, à destination du grand public de façon générale, avec un petit accent sur les jeunes, parce qu'on insiste pas mal sur le parcours et sur les questionnements qu'on peut avoir et comment on y a répondu à cette époque-là. Ok, et du coup, comment tu construis tes épisodes de podcast? Est-ce que tu fais par thématique? Est-ce que tu fais des sections, on va dire, qui sont similaires selon les épisodes? Ouais, c'est toujours découpé de la même façon, 3 parties. La première partie, on revient sur le parcours de l'invité en détail. On le commente, donc il nous explique un peu ce qu'on a fait au début, comment il est arrivé à faire ci, comment telle rencontre l'a impacté, quel était son rapport aux mathématiques, etc. On revient sur tout ça jusqu'à sa thèse. Et donc, du coup, il en profite pour vulgariser sa thèse. Il explique de façon accessible ce sur quoi il ou elle a travaillé. Dans la deuxième partie, c'est toujours sur la vie de chercheur ou chercheuse. Donc là, on explique concrètement ce qu'on fait, à quoi ressemble notre quotidien, quelles sont les tâches qu'on fait, et puis du coup, quelle est la recherche de la personne actuelle, quelles sont les questions qui l'intéressent. Et la dernière partie, c'est la partie carte blanche. Donc l'invité choisit un thème en lien avec les maths ou le monde de la recherche. Et donc, soit certains choisissent de vulgariser un sujet, soit certains choisissent d'attaquer une problématique comme par exemple la place des femmes en maths ou les initiatives de vulgarisation scientifique, de diffusion scientifique qui existent, etc. etc. Et on termine toujours avec une petite recommandation culturelle. J'aime bien donner ce que j'appelle de la nourriture culturelle aux auditeurs. Donc un livre, un film, un podcast, une BD, etc. etc. Donc, le format est très découpé et très construit et revient à chaque fois, mais parce que justement, au vu de ce que je t'ai expliqué, j'avais vraiment un certain nombre de choses que je voulais aborder. Et donc, c'est la façon la plus optimale que j'ai trouvé de faire qui me permet de tout traiter. Ok, moi j'aime bien ce concept justement de carte blanche parce que je pense que ça donne une certaine liberté aux invités, on va dire, de pouvoir s'exprimer sur des sujets, on va dire, qui leur tiennent à cœur ou qu'ils ont vraiment envie de partager. Et je trouve que c'est intéressant parce que chacun a, on va dire, ses propres sujets. Et je trouve que c'est toujours plus pertinent d'entendre quelqu'un qui parle d'un sujet qui vraiment le passionne ou qui a envie vraiment de partager parce que bah, c'est là où ça donne vraiment envie d'écouter les gens. Parce que moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et du coup, tu me dis que tu aimes bien faire une petite page culturelle. Du coup, est-ce que tu aurais une recommandation culturelle à nous faire ici? Vu que tu Ah as posé à non! tes invités, il faut Ben que oui, tu me mais dises je ce leur que dis tu à as. l'avance pour qu'ils aient pu préparer. Parce que là, j'ai rien préparé. En plus, c'est dur parce que comme j'en fais à chaque épisode, en plus de mes invités, du coup, Ah oui, à c'est force, compliqué. tu as Mais combiné. ouais, c'est ça. Et en plus, j'aime pas recommander. Enfin, je recommande que des choses que j'ai vraiment lues, vues, écoutées. Donc, ça me demande un petit peu de préparation. Et là, j'avoue, tu me prends à brûle pour point. Donc, je suis désolée, j'ai pas de réponse satisfaisante à te donner. Non, non, mais c'est pas grave. C'était à tout hasard, voir si tu avais une idée. Je savais pas que tu en donnais à chaque épisode. Ouais. Je pensais que c'était que tes invités. C'est pour ça que, parce qu'en fait, souvent, moi, quand je pose des questions, des fois, je sais ce que j'y aurais répondu, tu vois, mais j'y réponds pas forcément. Donc, je me suis dit peut-être que tu avais une recommandation en tête. Je suis désolée, j'en ai pas une qui traîne sous le fagot, là. Non, après, c'est pas très grave. Et, et c'est vrai que tu as dit en tout cas, t'étais, on va dire, t'aimes beaucoup ces questions, aborder ces questions de parité et de montrer que, on va dire, que la recherche n'avait pas qu'un seul visage, on va dire. Comment est-ce que tu as vécu le fait d'être une femme noire dans le milieu de la recherche? Est-ce que tu as trouvé que ça a été une difficulté ou pas forcément? Ou je sais pas. Ça dépend des gens aussi, je pense. Alors, déjà, je dirais que j'ai pas l'impression d'avoir subi de discrimination durant mon parcours ou dans le monde de la recherche, pendant mes études ou dans le monde de la recherche quand j'étais en poste. Alors, ça veut pas dire que j'en ai pas subi, hein, mais en tout cas pas que je sache. Et ça veut pas dire non plus que pour autant il n'y a pas un poids au fait d'être une femme noire dans le monde de la recherche. Alors déjà, au fait d'être une femme, c'est sûr qu'il y a un poids. Pourquoi? Parce que
on est donc les chiffres de 2020 dans ma section, donc mathématiques appliquées, maîtresse de conférence, on était 33% parmi les hommes. Et en maths fonda, c'était moins de 20%. Donc, on est vraiment pas beaucoup, loin de la parité. Et pour autant, il y a des tas de tâches où ils demandent 50% de femmes. Par exemple, dans des jurys, pour des comités de sélection, il faut 50% de femmes. Le problème, c'est que on n'est pas 50%. Donc, ça veut dire que nous, les femmes, on est sursollicitées pour ce genre de tâches. Donc, évidemment, c'est important. Il y a des études qui sont sorties qui prouvent qu'il est important que dans le jury, il y ait des personnes des deux genres pour les candidats et les candidates pour que ça se passe le mieux possible. Donc, moi, je le fais volontiers. Mais le problème, c'est que le fait d'être sursollicité pour ces tâches qu'il faut faire, mais qui ne sont pas forcément valorisées, c'est du temps en moins pour sa recherche et pour son enseignement. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres de choses qui font que y a un poids qui pèse en plus sur nous, sur le fait d'être femme dans le monde de la recherche. Après, au quotidien, ça change rien dans les échanges avec les collègues. Sur le fait d'être une femme noire, j'ai une petite anecdote. Donc c'était un matin, j'arrive assez tôt et je croise une collègue. Cette collègue, elle a tout le temps, régulièrement, elle a des invités qui viennent la voir pour travailler avec elle. Et ce matin-là, je la croise avec une femme noire. Et j'étais super contente. J'étais vraiment hyper enthousiaste. Et donc, je m'approche et elle me fait « Ah, bonjour Nathalie, je te présente Tintin. Elle gardait mes enfants et là, elle va garder l'enfant de mon invité. » Et là, en fait, ma réaction m'a fait me rendre compte. En fait, j'étais tellement déçue de me rendre compte que c'était pas une autre femme noire dans la recherche que je me suis rendu compte ce jour-là, mais en fait, ça veut dire que je me sens extrêmement seule. Parce que pendant quelques temps, j'ai eu l'impression que mon fardeau, je le partageais avec quelqu'un et j'étais hyper contente. Et quand je me suis rendu compte que non, encore une fois, c'était pas une autre femme noire dans la recherche, et quand je l'ai repris, j'ai eu l'impression qu'il pesait beaucoup plus lourd. Et surtout, je me suis rendu compte que je le portais. Et c'est vraiment là où il y a eu une sorte de déclic. J'avais pas conscientisé le fait que, en fait, finalement, peut-être que ça me gênait et que ça avait un certain poids. C'est vraiment ce jour-là où je m'en suis rendu compte. Surtout qu'il doit en avoir vraiment très peu, à mon avis. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais... Il y a pas de chiffres parce qu'en France, on n'a pas le droit de faire de statistiques ethniques. Mais tu vois, moi, je peux te dire que j'en connais une autre maîtresse de conférence et professeur. J'ai eu vent de l'existence de deux femmes noires. Voilà, c'est tout. À part ces 3 personnes-là, moi, j'en ai jamais vu d'autres. Donc oui, là, c'est quand même là, c'est plus que critique. Mais après, c'est vrai que sur le fait d'être une femme, je dirais que même hors monde de la recherche, parce que moi, je suis quand même dans un milieu, on va dire, quand même plutôt masculin. L'informatique, c'est pas non plus très féminin. Je dirais pas que j'étais discriminée, tu vois, par exemple, pendant mon parcours ou vraiment à un moment précis. Mais je dirais que des fois, tu peux prendre des remarques qui sont sexistes, mais les gens, ils se rendent pas compte que c'est sexiste. C'est pas genre une attaque personnelle, mais des fois, j'entends des fois, j'entends certains commentaires et je me dis, c'est quand même pas très cool de dire ça. Enfin, ça dénote des préjugés qu'ont les gens. Et même, je trouve que c'est révélateur des préjugés, même en général. Moi, j'aurais une petite anecdote, mais en fait, j'étais la seule femme du bureau. Donc, en fait, j'étais moi avec d'autres collègues qui faisaient pas forcément de l'informatique. Et je me souviens qu'il y a un homme qui est arrivé et qui cherchait qui était data scientist. Et je me souviens que quand il a posé cette question, il s'est vraiment tourné vers mes collègues masculins et vraiment il les a regardés, il les a vraiment fixés vraiment fortement. Ça se voyait, je l'ai pas mal pris, mais je me suis dit ça dénote à quel point on peut pas imaginer que ce soit une femme qui puisse être data scientist. Et ça voulait vraiment, son regard voulait tout dire et c'était pas méchant. Je pense qu'il y a que moi qui l'ai remarqué dans le bureau. Je me suis dit c'est fou à quel point les gens ils peuvent pas imaginer. La recherche c'est pareil, on peut pas. Quand on pense chercheur en mathématiques, jamais on imagine une femme. Ou sur certains métiers, même ingénieur, je pense qu'on imagine un homme. Et tous, même sans être sexiste, même moi, on me parle de chercheur en maths, j'imagine un homme, en fait. Et oui, non, mais des stéréotypes, on en souffre tous. On est tous biaisés. C'est pas que les hommes, les femmes aussi souffrent des stéréotypes. Mais ouais, non, mais c'est du sexisme ordinaire. Et effectivement, en fait, souvent les gens,
c'est pareil pour le racisme. Moi, j'ai bien plus subi de racisme ordinaire dans ma vie que de vrais actes de racisme, de haine. Tu vois, bien plus. Alors, j'en ai eu, mais comparé au racisme ordinaire, où là, je pourrais te raconter un millier d'anecdotes. Et donc, pour le sexisme, c'est pareil. C'est ça, en fait, c'est juste qu'on a tous un peu nos préjugés, en fait. Et puis même, il me semble que le cerveau humain, il préfère avoir des préjugés parce que c'est plus simple que de remettre en cause ce que tu penses. Donc forcément, on a tous beaucoup de préjugés, même notre éducation ou ce genre de choses, ça joue beaucoup. Et en fait, on est rempli de préjugés. Moi-même, la première, je me rends compte que j'ai plein de préjugés sur plein de choses. Et c'est vrai que c'est plutôt de les croire plutôt que de les remettre en question. Mais ce qui est important, en fait, c'est d'en prendre conscience. C'est déjà la première étape. Le fait de savoir qu'on souffre tous de biais, bah, ça fait que tu peux essayer de mettre des choses en place pour les contrer. Je dis pas que c'est facile, mais déjà, rien que le fait de savoir que tu as des biais, ça met déjà quelque chose en place pour les contrer. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, en fait, même des fois, expliquer aux personnes qu'en fait, ce qu'ils viennent dire, c'est, on va dire, un préjugé. Et ben en fait, je me dis que des fois, ça peut les aider à leur prendre. Parce qu'en fait, des fois, ils en ont pas conscience, en fait, quand ils vont le dire. Ils se rendent pas compte, en fait. Des fois, juste, je pense, juste leur expliquer que, en fait, c'est quand même un préjugé, un peu ce qu'ils viennent de dire. Et des fois, au moins, ils en prennent conscience. Et je me dis peut-être qu'ils ne feront pas la même réflexion une deuxième fois. Au moins, parce que vraiment, il y a des gens, ils s'en rendent pas compte de ce qu'ils disent, en fait. C'est juste ça. Et c'est pas méchant, en fait, souvent. Je pense que expliquer, on va dire calmement, des fois, les gens, après, ils en prennent au moins un petit peu conscience. En tout cas, j'espère. Ouais, tout marche par l'éducation, effectivement. C'est la première des choses à faire. Expliquer aux gens, je suis tout à fait d'accord avec toi. Du coup, pour finir, je vais te poser la question du podcast, la plus difficile de ce que me disent tous mes invités. Quel est ton premier souvenir mathématique? Effectivement, c'est dur en fait. Hein. Donc, quand je réfléchis, quand j'essaye de trouver mon premier souvenir mathématique, le premier qui vient, à mon avis, c'est pas les premières choses dont je me souviens, mais c'est le premier qui a l'étiquette mathématique. Je pense que j'avais fait des trucs avant, mais j'avais pas identifié ça comme mathématique, donc ça sort pas. Mais les premiers trucs dont je me souviens, c'est des calculs d'aire et de périmètre. Je vois des formes avec des dessins et des calculer l'air, calculer le périmètre, etc. Mais ça, je pense, c'est déjà collège, quoi. Donc, si tu me demandes, par exemple, en primaire, je suis incapable de répondre sur des souvenirs mathématiques. Donc, mes premiers souvenirs de mathématiques, c'est de la géométrie, ce qui est quand même paradoxal parce que vraiment, là, maintenant, c'est vraiment pas mon domaine de prédilection. Oui, la géométrie a traumatisé beaucoup de gens, je pense. Ah oui. Même ceux qui aiment les mathématiques, hein, je précise. Je confirme. Et ben en tout cas, merci beaucoup pour cette interview, Nathalie. Merci à toi, avec grand plaisir. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu autant que moi. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour soutenir le podcast. À très vite sur Parcours Mathématiques.